Alors, bonjour à tous. Je vais faire une petite vidéo sur le Covid au Brésil, en essayant de récapituler un peu l'histoire de la crise au Brésil. Je fais cette vidéo suite à une intervention du docteur, de l'inénarrable docteur Marty, que j'ai vu, qui s'est passé à la télévision lors d'un débat. Qui, comme d'habitude, n'a dit pique-prendre sur le Brésil en le prenant comme référence, comme une mauvaise gestion de la crise, comme si, en disant que le gouvernement était contre les masques, le confinement, les vaccins, enfin bon voilà. Comme d'habitude, on rencontre que des bêtises sur le Brésil, que des mensonges et des mensonges vraiment grossiers. Et donc je voudrais rectifier cette chose-là et je vais vous faire une petite ligne du temps du Covid. Évidemment, je ne vais pas mettre tout parce que ce serait trop long, mais pour vous montrer que le gouvernement, non seulement n'est pas resté les bras croisés, mais a fait énormément de choses. Voilà. Et donc, en introduction, je vous mets cette petite partie du débat télévisé auquel je me réfère. Et d'ici 2 minutes, on va commencer la relation de cette ligne du temps. J'ai pas la sensation qu'au Brésil, les choses se passent merveilleusement bien. J'ai pas la sensation qu'en Inde, les choses se passent merveilleusement bien. En bref, il y a 10 fois moins de j'ai morts pas par la habitant qu'en sensation France. que dans les pays qui ont utilisé les traitements défendus par M. Filippo, les choses se passent bien. J'ai pas la Portugal, par sensation exemple. qu'un président comme Bolsonaro, qui a été contre la vaccination et contre le masque, n'ait pas précipité son pays dans le chaos. Alors, pour commencer, d'une manière générale, donner quelques chiffres. Le gouvernement a envoyé, donc vous savez que le Brésil est un État fédéral. Donc évidemment, un État fédéral ne fonctionne pas comme un État comme la France. Hein. Chaque État, chaque gouverneur de l'État a une autonomie, une indépendance pour décréter ce qu'il veut. Et donc, c'est une relation entre le gouvernement fédéral et les États. Alors, le gouvernement fédéral, pendant la crise du Covid, a donné comme subside aux États 600 milliards de réals, c'est un détail, hein, pour compenser les risques de perte que les États avaient, puisque on prévoyait une crise économique très grave, et donc évidemment les États n'auraient pas pu recueillir par exemple les impôts ou les recettes dues à l'activité économique, et donc pour que les États n'entrent pas en faillite et qu'ils ne périclitent pas, le gouvernement a envoyé en urgence 600 milliards. Le problème, c'est que ces subsides n'ont pas été utilisés pour consolider les risques de perte et n'ont pas été utilisés non plus pour justement être investis sur la crise sanitaire, mais les États, la majorité, en ont profité pour éponger leurs dettes. Hein, et donc aujourd'hui, tous les États du Brésil, alors qu'ils étaient tous presque en état de dette, c'est-à-dire on voit bien un problème de gestion, ils sont tous en positif. Voilà. Et donc le gouvernement, là, est en train de passer une phase d'attaque en disant que, bon, il s'est fait gruger parce qu'il a envoyé cet argent en toute urgence. Évidemment, en urgence, ça veut dire sans prendre toutes les mesures de précaution et de contractuel de bon emploi de cet argent. Donc c'est un motif de conflit politique et évidemment ça dénote aussi une politique des gouverneurs qui consiste à avoir récupéré de l'argent, à accuser le gouvernement de certaines choses et en se donnant tout le bénéfice de certaines politiques publiques dont ils utilisent les subsides au compte-gouttes en jouant comme ça en disant que l'État fédéral ne fait pas ce qu'il veut et qu'eux sont obligés maintenant de prendre le relais de l'État fédéral. Enfin bon, c'est tout un jeu pervers qui vise à utiliser la crise du Covid pour débouter Bolsonaro. D'une manière générale, depuis un peu plus d'un an, donc, il y a eu 900 milliards à peu près au total qui a été dédié qu'à la crise Covid et on considère que
En un an, il a été dépensé plus d'argent pour les aides sociales qu'en 20 ans, hein, pour vous donner à peu près une idée. Hein. Une autre idée, pour vous donner une autre idée, on a ouvert, vous savez que le Brésil a encore des tas de problèmes de pauvreté, il y a à peu près 38 millions de personnes qu'on appelle des informels, c'est-à-dire c'est des journaliers, c'est des gens qui n'ont pas d'emploi et qui gagnent leur vie au jour le jour en travaillant dans la rue. Voilà, il y a une foule de petits métiers. Le Brésil est encore un pays où il y a plein de petits métiers. Et donc, ces gens-là gagnent leur vie au jour le jour. Et ça n'a l'air de rien, mais c'est une véritable économie parallèle. Et donc, évidemment, quand il y a un grave problème économique comme l'a occasionné la crise du Covid, ces gens-là, quand ils ne travaillent pas, ils ne bouffent pas. Et comme il y a eu la déclaration du confinement, l'État a décidé d'aider ces gens à raison de 600 réals par jour, par mois, ce qui au Brésil est une somme importante, hein, et par personne évidemment, hein, et a ouvert 38 millions, je ne sais pas si vous imaginez, 38 millions de comptes en banque. C'est-à-dire que la majorité de ces gens qui sont journaliers n'avaient pas le droit d'avoir de compte bancaire parce qu'ils n'ont pas des ressources. Pour les banques, ils n'offraient pas les garanties suffisantes. Et donc le gouvernement a ouvert de force 38 millions de comptes bancaires pour que justement ces gens puissent recevoir l'argent des subsides de l'État. Voilà, c'est pour vous dire le genre de mesure, c'est pas rien, hein, 38 millions. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bolsonaro a toujours été un défenseur de la double politique, qui est d'un côté la politique sanitaire pour évidemment se battre contre le Covid, et de l'autre côté défendre l'économie. Donc il a tout le temps été contre le confinement total, il est pour ce qu'il appelle le confinement horizontal, c'est-à-dire le confinement ciblé sur les personnes à risque et sur les personnes malades évidemment. Mais il a toujours défendu qu'il fallait continuer, que l'économie continue de fonctionner. Voilà. Et donc, vous allez voir, ça donne l'occasion de tout un conflit politique, évidemment, dont on profite pour essayer de le débouter. Il y a aussi un autre problème d'une manière générale au Brésil, c'est le comptage des morts. Alors, aujourd'hui, j'ai perdu, je ne sais plus, là, on doit être à 420 000, donc c'est une occasion de dire que le Brésil est une catastrophe sur le plan du bilan Covid. Et en fait, ça a été aussi l'occasion d'une bagarre entre la presse et le gouvernement. Et donc, moi, j'ai fait quelques vérifications. Et vous savez, au Brésil, il y a l'équivalent de l'INSEE, hein, mais il y a aussi, pour le comptage des décès, hein, il y a aussi ce qu'on appelle les cartors, qui sont l'équivalent, c'est les notaires. Donc, il y a l'association des cartors du Brésil, c'est l'association de tous les notaires qui comptabilise tous les décès et par maladie. Et moi, à l'époque, c'était donc en juin, j'avais vérifié et on avait des chiffres très bizarres parce que le nombre de morts qu'on nous donnait au Covid, en fait, ne correspondait pas à ce que les cartoriaux, donc les notaires, enregistraient. Et on se rendait compte qu'il y avait, dans le nombre des Covid, en fait, il avait été inclus un grand nombre de morts d'infarctus, de septicémie, de diabète, de pneumonie, enfin bon voilà. Donc on voyait déjà une distorsion de la qualité des nombres de morts. Et donc là maintenant, et donc comme par hasard, après moi j'ai essayé de vérifier ça régulièrement, et on se rendait compte que, comme par hasard, un jour, ces pages ont disparu, elles n'étaient plus accessibles, voilà, comme par hasard. Et donc moi, j'ai été consulter l'équivalent de l'INSEE brésilienne, donc ça s'appelle l'IBGE, et pour vous donner un exemple, hein, quand dans l'année 2020, on nous a donné à peu près 300 000 morts, moi je trouve un différentiel, donc officiel, hein, c'est consultable, sur le site de l'IBGE, ce qui est l'équivalent de l'INSEE brésilienne, l'INSEE française, pardon, hein, on voyait un différentiel de mort de 129 589, c'est-à-dire que le différentiel de mort entre 2019 et 2020 n'était pas de 300 000 comme il devrait être s'il y avait 300 000 morts dus au Covid, mais 129 000 morts. Alors donc déjà, là, il y a un problème.
Donc, quelle que soit la variabilité des chiffres, elle ne pourra jamais donner des variations aussi grandes. Donc, il y a un truc qui ne va pas du tout. Et comme par hasard, ce genre de distorsion est vérifiable dans plein de pays, dont la France. Et il y a plein de médecins au Brésil qui ont dénoncé des comptages abusifs de morts, c'est-à-dire en mettant des gens, je ne sais pas, des gens qui sont morts de l'appendicite, on va les mettre sur le Covid, ou des gens qui meurent, voilà, qui sont très vieux, ou qui ont des comorbidités très graves, et on fait comme si c'était des gens qui avaient chopé le Covid sans avoir je dirais, de circonstances aggravantes. Bon, alors voilà, ça c'est le résumé basique. On peut dire aussi que, chose très importante, en un an, au Brésil, ont été ouverts 22 000 lits, excusez-moi du peu, 22 000 lits de ce qu'on appelle UTI, c'est-à-dire unité de traitement intensif. Ça va inclure tout ce qui est réanimation, enfin bon voilà, je pense que c'est à peu près l'équivalent de la réanimation en France, mais je pense que c'est un peu plus large. 22 000 lits, 22 000 lits, c'est pas rien, hein, la France pourrait en prendre exemple. Hein. De la même façon, on dit que le Brésil est contre, n'a pas fait de travail pour les vaccinations. C'est complètement faux et je vais vous le prouver en vous faisant la ligne du temps. Et le Brésil a des contrats avec Pfizer, Coronavac qui est le vaccin chinois, et AstraZeneca qui est le vaccin anglais. Voilà. Bon, tout le reste sont des polémiques à partir de petites phrases, parce que, évidemment, Bolsonaro, comme on le sait, est un type qui a un franc-parler, et puis qui a une façon, populo de parler, donc il fait des fois des blagues, et sa communication, des fois, n'est pas très fine, il faut le reconnaître, et donc, évidemment, tout le monde lui saute sur le paltard, profite d'un mot, d'une blague qu'il fait pour, alors, en tirer des tonnes et faire comme si le type était un monstre, alors que c'est tout au contraire. Alors, je vais commencer ma ligne de temps. Hein. Alors, pour commencer, le 9 février 2020, 24 Brésiliens qui sont en Chine sont rapatriés par un avion de l'armée, et le voyage est payé par la carte la carte de crédit de président, hein, de Bolsonaro. C'est-à-dire que c'est lui qui paye le voyage. Voilà. Donc c'est bon, un coup de communication, mais ça vaut le coup d'être dit. Le 12 mars, le Brésil mobilise 5000 médecins, donc médecins à la retraite ou médecins de ville, pour travailler dans les postes de santé publique, parce qu'il y a un grand système de santé publique au Brésil qui est, bon, évidemment, qui n'est pas fantastique, qui a beaucoup de déficiences, mais qui a le mérite quand même d'exister sur tout le territoire. Le 17 mars, hein, il y a un décret fédéral qui dit que les confinements, toutes les mesures de confinement sont autorisées, et décrète que les gens qui ne respectent pas le confinement ou les mesures sanitaires seront accusés de délit et peuvent être l'occasion d'amende et même de prison. Enfin bon, c'est une façon de dire que c'est justement, contrairement à ce qu'on dit, ça n'a pas été pris à la légère. Et donc le 17 mars, il y a un grand plan sanitaire qui est lancé. Le 17 mars, c'est aussi une date importante dans les États. Donc je vous rappelle, c'est les États qui décident s'il y a confinement ou pas. Hein. Le confinement commence à Rio de Janeiro et il va durer jusqu'à début juin. Donc contrairement à ce qu'on dit, il y a eu un confinement au Brésil. Seulement, il n'a pas duré comme en France 1000 ans. Voilà. Le 22 mars, le gouvernement autorise les entreprises à suspendre les contrats de travail pour 4 mois, mais avec l'obligation de maintenir les bénéfices sociaux, c'est-à-dire les plans de santé, tous les bénéfices sociaux, et oblige les entreprises à, dans la mesure du possible, trouver des solutions de télétravail, mais surtout à fournir des plans de formation professionnelle par Internet pour les employés dont le travail aurait été suspendu. Voilà. Le 23 mars, il y a des restrictions officielles du gouvernement pour les entrées des étrangers sur le territoire d'un certain nombre de pays. Voilà, il y a une liste et donc les gens ne sont pas autorisés à rentrer. Donc il y a la Chine évidemment et il y a toute une liste de pays. Le 24 mars, Bolsonaro fait un discours
hein, où il critique ouvertement la volonté de faire des confinements totaux, et il dit que ça va être une catastrophe, et donc il établit là pour la première fois très clairement sa volonté politique qui est de deux piliers. L'un, un combat sanitaire, et l'autre, continuer se combattre pour maintenir les emplois et avoir une politique économique dynamique. Entre parenthèses, et donc je pense qu'il y a peu de pays qui peuvent se vanter de ça, malgré toutes les difficultés, le Brésil, en 2020, a créé 1 million d'emplois. Voilà. Et le Brésil est un des pays qui a eu le moins de décroissance, c'est-à-dire on considère que la décroissance du PIB au Brésil est entre 3 et 4%. Voilà. Ils peuvent toujours s'aligner tous les guignols qui critiquent. Je veux bien voir le résultat qu'ils ont. Voilà. En France, si je ne me trompe pas, on est à 9%. Le 1er avril, hein, donc toutes les aides sont déclenchées. Et donc les gens reçoivent 600 réals par mois, tous les gens qui ont besoin d'aide. Le 14 avril, le ministère lance un grand audit du système de santé pour voir s'il répond bien à la crise. L'armée est convoquée pour monter des hôpitaux de campagne un peu partout dans le pays, hein, et participer évidemment à la politique sanitaire. Le 15 avril, 15 000 respirateurs artificiels sont achetés par le Brésil pour compléter les 65 000 qui existent déjà. Voilà. Le 16 avril, Bolsonaro démissionne son ministre de la Santé qui commence à utiliser son poste de ministre pour se lancer dans une campagne pré-présidentielle. Hein, les élections vont être en 2022. Et donc Bolsonaro voit qu'il est trahi, qu'il est utilisé politiquement. Donc il le démissionne. Il engage il intronise un autre ministre. Mais là, il va y avoir une guerre entre Bolsonaro et son ministre, puisque Bolsonaro va défendre officiellement les traitements prophylactiques et les traitements précoces à base d'hydroxychloroquine et ivermectine, et son nouveau ministre de la Santé, Nelson Taik, qui se révèle être un lâche et veut se protéger, dit qu'il faut faire attention, qu'il y a enfin voilà, il suit l'OMS, hein, et donc là, il y a un conflit, et donc un mois plus tard, Bolsonaro va démissionner son ministre de la Santé. Mais bon, déjà, donc, au 27 avril, on commence à parler de déconfinement, et donc le ministère de la Santé est en train de planifier la sortie de confinement pour début juin. Le 6 mai, il y a le lancement d'une campagne de tests, 46 millions de tests pour toute l'année 2020. Voilà. Le 30 mai, le ministre de la Santé, Taich, c'est important, il va faire une réunion avec le gouverneur de l'État d'Amazonie, et donc il se rend compte que là, l'État d'Amazonie va entrer en collapse, le système de santé, parce que en fait c'est un État extrêmement corrompu. Le système de santé est catastrophique. On manque de personnel, on manque d'oxygène. On s'aperçoit qu'il y a eu aussi de l'oxygène qui a été vendu au marché noir. Enfin bon, c'est une catastrophe. Et donc, il va y avoir une crise dont vous avez entendu parler en Amazonie. Et donc, le gouvernement va dépêcher près de 300 professionnels de santé pour parer au pire. Et il va y avoir une mobilisation pour envoyer de l'oxygène partout en Amazonie. Mais évidemment, voilà, quand on remédie aux choses dans l'urgence, c'est pas comme si on les avait prévues. Mais le problème, c'est qu'on va mettre toute cette faute-là sur Bolsonaro, alors que c'est la faute du gouverneur de l'État. Je vous le rappelle, le Brésil est un État fédéral. Donc, et c'est le grand jeu de manière générale, on remet tout sur le dos de Bolsonaro, qui, je le rappelle, est arrivé à la présidence il y a à peine 2 ans, hein, et on lui met sur le dos la gestion calamiteuse de beaucoup d'États qui sont, je vous le rappelle, le Brésil est un pays très corrompu, malheureusement, les gouverneurs, il y a énormément de corruption. Voilà. Il y a des gens bien, mais il y a beaucoup de gens pas bien. Voilà. Et alors là, il y a une date très importante qui est le 11 mai, et ça c'est une date fondamentale. Le président de la République
décide d'inclure dans les activités dites essentielles, donc vous savez, quand on a décrété le confinement, il y avait un certain nombre d'activités essentielles, et donc Bolsonaro, comme il a peur que l'économie brésilienne s'écroule, il décide d'inclure dans les activités essentielles les activités industrielles, la construction civile, les salons de beauté, les salles de sport, les salons de coiffure et plein d'autres activités. Et à ce moment-là, il y a un conflit politique qui s'établit, puisque le STF, qui est le suprême tribunal fédéral, donc qui est en fait l'équivalent de la Cour constitutionnelle, qui serait allié à la Haute Cour de justice, ce seraient deux institutions en France, et là, ce n'en est qu'une seule au Brésil, le suprême tribunal fédéral décide de s'instaurer en faux contre la décision de Bolsonaro, hein, et donc, c'est le pouvoir juridique, et donc il dit qu'il interdit non, c'est pas qu'il interdit, c'est qu'il donne le pouvoir au gouverneur de décider de la politique sanitaire contre le pouvoir fédéral, et donc il donne la prévalence, hein, le privilège au pouvoir des États, des gouverneurs, de décider leur politique sanitaire, et donc ça veut dire qu'il enlève au gouvernement fédéral le pouvoir de décider la politique sanitaire du pays. Et ça, c'est une date fondamentale, le 11 mai, parce que à partir de ce moment, eh bien, finalement, Bolsonaro est pieds et poings liés, hein, et il ne peut plus agir comme il veut sur la politique sanitaire. Et donc ça, c'est une date fondamentale, parce que ça veut dire que on va l'accuser de tous les maux sur les politiques sanitaires, hein, et sur l'économie, alors qu'il ne peut plus rien faire. Voilà. Donc, c'est une façon, finalement, de tout faire pour le débouter. Et puis, finalement, déjà, on comprend qu'on est en train de jouer les futures élections présidentielles. Voilà. Alors, une petite date intéressante, le 12 mai, il y a le journal américain de l'association médicale américaine, qui publie pour la première fois, hein, une étude qui révèle que l'utilisation d'hydroxychloroquine réduit fortement la mortalité, hein, sur une étude faite sur 1438 patients, hein, faite à New York entre le 15 et le 28 mars. Évidemment, il y aura plein d'autres études qui valideront, mais cette étude est importante parce que Bolsonaro va défendre officiellement, et jusqu'à présent il continue, les traitements préventifs et prophylactiques à base d'ivermectine, de chloroquine, des vitamines D, enfin bon voilà. Et ça va être l'occasion de la démission du ministre Taish, hein, de la Santé, qui a trop peur de se faire accuser, hein, puisqu'il y a une grande campagne, vous la connaissez, mondiale de l'OMS, pour dire attention, on va mourir d'hydroxychloroquine. Moi, j'en ai pris régulièrement quand j'allais en Amazonie, hein, du Plaquenil, il ne m'est jamais rien arrivé, et aujourd'hui j'en prends en prévention, il ne m'est jamais rien arrivé. Voilà. Et plein de médecins, évidemment, la prescrivent au Brésil, hein. Voilà. Et je vous signale qu'au Brésil, l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, on peut l'acheter en pharmacie. Voilà. Et donc, officiellement, le 19 mai, Bolsonaro signe un protocole officiel pour l'utilisation de ces médicaments. Alors, comme ça fait tellement de polémiques, Bolsonaro fait une petite blague en disant qui est de droite prend de la chloroquine, qui est de gauche prend de la tubine, sous-entendu de la tubine entubée. Et alors ça fait un scandale, mais ça c'est typique de Bolsonaro, il fait des grosses blagues bien potaches, et bon, il se marre, mais évidemment toute la presse lui saute dessus, donc il a une communication, un peu, on va dire, avec des gros godillots, mais c'est son style, et donc évidemment ça fait les choux gras, et on en profite pour dire pied que pendre, mais en fait, c'est un type qui est assez carré dans son travail. Mais donc, il défend officiellement et définitivement la liberté de prescription des médecins et la libre choix des traitements des patients. Voilà. On prévoit au 28 mai déjà la fin du confinement pour début juin, et le confinement va terminer à Rio de Janeiro. Je ne me rappelle plus la date exactement, mais enfin début juin. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus jamais de confinement à Rio de Janeiro. On aura juste un confinement de 5 jours en avril, si je ne me trompe pas. En avril ou début mai. Voilà, 5 jours. Voilà. Voilà. Alors, je ne vais pas continuer. Enfin, si, je vais continuer quand même. Il y a des choses qui sont intéressantes. Bon,
toute cette crise du Covid est l'occasion de guerres politiques de toute espèce. Hein. Mais ce qu'il y a de très important, c'est que quand on dit que le Brésil n'a pas une politique de vaccination, c'est complètement faux. Hein. Aujourd'hui, il y a 90 millions de doses disponibles et 58 millions de Brésiliens vaccinés. Hein. Et il y a surtout toute une guerre sur les comptages de morts, donc je vous en ai parlé. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le gouvernement brésilien a eu une politique de vaccination très tôt et d'achat de doses de vaccination très tôt. Le 27 juin, hein, le gouvernement annonce un partenariat avec AstraZeneca pour le développement d'une production nationale de vaccins, hein, avec la Fiocruz, qui est l'équivalent de l'Institut Pasteur brésilien, hein, et qui prévoit qu'il y a 100 millions de doses qui seront produites au Brésil nationalement. Et l'objectif, c'est qu'en 2022, le Brésil soit complètement indépendant pour sa production de vaccins. Voilà. Pour un pays qui n'est pas contre la vaccination, il me semble que c'est pas mal. Voilà. Donc, a priori, en 2022, le Brésil sera autonome en ce qui concerne la vaccination. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Voilà, donc très tôt, le Brésil a été un des pays qui a été choisi pour tester les vaccins. Donc très tôt, le Brésil a eu une politique vaccinatoire. Hein. Dès octobre 2020, le gouvernement a inclus le vaccin chinois dans son programme de vaccination et déjà a contracté dès octobre 46 millions de doses. Voilà, donc pour un pays, je répète, qui est contre le vaccin, c'est pas mal. Bon, enfin bref, d'une manière générale, c'est tout l'inverse de ce qu'on dit. Le gouvernement a été très actif durant cette crise. Et ce qu'on peut dire, c'est que, alors évidemment tout ça coûte très cher. À partir du 1er janvier 2021, le gouvernement est obligé de réduire ses aides. Et donc il réduit à 250 réals par personne éligible à l'aide, parce que la peur, c'est d'arriver, de mettre l'État en faillite, hein, évidemment. Et puis surtout, il y a une loi budgétaire au Brésil et le gouvernement ne peut pas la dépasser, parce que s'il la dépasse, eh bien, on peut l'attaquer juridiquement pour demander son impeachment. Voilà. C'est ce qui est arrivé à Dilma. Voilà. Donc évidemment, il ne tombe pas dans ce piège, mais évidemment, c'est une occasion de le critiquer et de lui en mettre plein la figure. D'une manière générale, le peuple est avec Bolsonaro. Le 1er mai, il y a eu des millions de gens qui sont descendus dans la rue pour manifester leur soutien à Bolsonaro. Le 15 mai, ça a recommencé. Je vous mets les images que vous voyez, c'est justement les images de ces manifestations. Alors évidemment, on peut se demander pourquoi il y a eu autant de morts au Brésil si le gouvernement a fait tout ce que je viens de vous dire, et encore, j'en ai pas dit la moitié. La réponse, elle est assez simple. La première, c'est que le Brésil, c'est un pays émergent, donc son système sanitaire, son système de santé publique est absolument inégal. Il y a des endroits où ça fonctionne très bien, et puis d'autres endroits où ça fonctionne très mal. C'est un pays aussi très corrompu, donc il y a énormément d'argent de la santé publique qui est détourné et dévié. Au Brésil, il y a des endroits qui ont à peu près le niveau de l'Europe, et puis il y a d'autres endroits qui sont vraiment des endroits sous-développés. Donc, ceci expliquant cela, on ne pouvait pas espérer non plus avoir des super performances dans un pays émergent. La deuxième chose, c'est que évidemment la crise du Covid est rapidement devenue un enjeu politique pour empêcher Bolsonaro d'être réélu. Donc évidemment, la grosse guerre a été sur les traitements. Hein. Comme en France, hein, vous connaissez l'histoire, hein, hydroxychloroquine, ivermectine, tout ça, c'est très très dangereux, ça tue tout le monde, c'est il faut faire attention. Et puis de l'autre côté, ce qui est vachement bien, c'est de rester chez soi avec du Doliprane et évidemment d'aller à l'hôpital quand on est en train d'étouffer. Donc ici comme en France, la plupart des gens qui sont morts sont des gens qui sont morts à l'hôpital au bout de 3 jours après être arrivés, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés en train d'agoniser à l'hôpital. Voilà.
Donc, ça, c'est une des principales raisons qui explique le nombre de morts. La troisième raison, qui n'est pas négligeable, c'est, de mon point de vue, comme je vous l'ai expliqué, il y a une amplification artificielle du nombre de morts, parce que ce qu'il faut absolument, c'est que le Covid soit catastrophique au Brésil pour empêcher Bolsonaro d'être élu. Voilà. Donc ça, c'est les trois principales raisons qui expliquent ces chiffres. Mais Bolsonaro a le soutien de la population, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, et c'est les images que vous voyez. Vamos, Vitor! Vamos! 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 Vamos, Vitor! Vamos! Vitor! 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 Vamos, Vitor! Voilà, donc c'était pour vous donner une idée de la réalité brésilienne. Toutes les sources, mes sources, sont données en description de la vidéo. Et voilà, donc c'est un petit portrait de la réalité brésilienne, la réalité du Covid au Brésil. Je vous remercie, à très bientôt. Au revoir.